dans le secteur d'activité. Alors, Tony, merci. J'ai terminé de partager ce que j'ai préparé pour vous aujourd'hui et je crois que nous allons enrichir au mieux à travers les questions-réponses. Alors D'accord. là, Merci pour cette explication. Alors, est-ce qu'il y a les questions, s'il vous plaît? Monsieur Austin est prêt à répondre aux questions. Est-ce qu'il y a les questions? alors non, peut-être pas les questions. On devait écouter William. William devait également nous partager sa perception de la veille stratégique. Je crois que c'est peut-être l'occasion pour William, premièrement, rapidement, de nous dire un mot là-dessus en tant que professionnel du métier. Et après, il serait plus aisé pour tout le monde OK. voilà, de prendre les questions. Je vous en prie. Est-ce que là, vous m'écoutez correctement? Non, parfaitement, je t'écoute, moi. Peut-être peut-être pas Tony, mais je t'écoute Un peu plus parfaitement. fort, ça serait mieux. Un peu plus fort, monsieur William. D'accord. Est-ce que là, c'est mieux? Voilà, là, c'est mieux. Là, c'est mieux, d'accord. Alors, déjà, merci de m'avoir invité. Rapidement, je vais me présenter. Je m'appelle Elon William. Je suis promoteur de Will & Brothers, un cabinet d'innovation technologique et d'intelligence économique. Donc, nous sommes actifs au Cameroun depuis environ 5 ans. Donc, nous avons eu l'occasion de travailler sur plusieurs projets de veille stratégique, institutionnelle et des projets sécuritaires qui nous ont amenés à travailler justement sur des enjeux d'intelligence économique et de veille concurrentielle sur des thématiques très précises. Donc, ce que je peux vous dire à ce sujet va être orienté autour de 2 axes principaux. Le premier, c'est les outils de veille. Aujourd'hui, lorsqu'on commence à se lancer dans une démarche de veille, parce que je pense que les précédents interlocuteurs ont suffisamment parlé de la démarche de manière globale, donc on va aller tout de suite sur les outils. Il y a 2 outils qui peuvent vous être très utiles. Le premier, c'est un outil qu'on appelle le GEFI. Le GEFI, c'est G-E-P-H-I. Le GEFI, c'est en gros, et je vais vous faire rapidement un partage d'écran si c'est possible, pour que vous ayez une idée claire. Attendez, on va activer le partage d'écran si c'est possible, c'est possible. L'idée avec le GEFI, c'est un outil qui permet de visualiser quels sont, dans le cadre de l'analyse de la réputation autour de notre organisation, quels sont les partisans, les opposants, ceux qui ont une position plutôt neutre, et aussi les relations d'influence qui existent entre ces interlocuteurs. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que ce n'est pas seulement pour une marque ou une entreprise la qualité de ses partisans, la quantité de partisans qui importe, c'est aussi la qualité de ses partisans. Donc, vous pouvez aujourd'hui structurer votre stratégie autour de l'influence des interlocuteurs que vous avez, autour de l'influence des partisans que vous souhaitez impliquer dans votre démarche stratégique. Ça, c'est un point. Et les outils tels que le GEFI, tels que Xmind, aussi, qui est un autre outil qui est relativement populaire, permettent, au-delà de matérialiser de manière visuelle, en tout cas cette relation entre les interlocuteurs, aussi de les identifier, d'y associer un rôle, une fonction. On va prendre un exemple très concret. Si vous êtes Media Intelligence, par exemple, qui est sur la place et qui nous offre des services et des webinars, par exemple, sur l'intelligence économique, c'est important pour vous en tant que cabinet de savoir quels sont les cabinets alliés, quels sont les cabinets concurrents sur le marché, quelle est la position de ces cabinets par rapport aux attentes des clients. Donc ça, c'est le premier axe, les outils. Et le second axe, l'intelligence économique qui est définie comme la collecte, l'analyse, le traitement et la diffusion de l'information d'un but décisionnel. Il faut savoir que dans notre contexte, il faut l'adapter aux réalités locales. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de digital, mais on oublie que dans le contexte africain, surtout on va prendre l'exemple des entreprises au Cameroun en particulier, où je pense que c'est connu que la plupart des entreprises locales, en tout cas, n'ont pas de site Internet. Ça, c'est le premier point. Encore moins une présence en ligne, encore moins une présence sur des plateformes comme LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram. Donc,
se concentrer uniquement sur une démarche liée au digital pour faire sa veille stratégique peut s'avérer très vite contre-productif. Parce que la perception que vous avez de votre concurrent ou de votre allié peut être biaisée. Donc, il faut aussi associer à cette démarche digitale ce qu'on appelle le renseignement humain, c'est-à-dire associer les sources humaines et aller justement vers les interlocuteurs sur le terrain, comprendre qu'il y a une matrice qu'on appelle la matrice MIS, Money, Integrity, Compromission and Ego. C'est une matrice qui vous permet d'encadrer vos relations avec les interlocuteurs potentiels que vous avez et vous permet tout de suite de savoir quel est le levier sur lequel à actionner pour obtenir une information qui peut être une information sur un concurrent. Et en général, les êtres humains ont tous la même psychologie. Donc, au final, c'est money, donc de l'argent, integrity, donc les valeurs, ça peut être les courants de pensée que vous partagez, ça peut être un parti politique. Compromission, souvent, ça peut être de la corruption ou autre chose. Et ego, parce qu'il y a des gens qui ne sont sensibles à aucun des trois premiers points, mais l'ego, au final, peut contribuer à être un vrai levier, en tout cas, pour obtenir des informations et faire la veille par rapport aux concurrents, par rapport au marché dans lequel on est confronté. En clair, mon message, il est de dire, non seulement il faut avoir des outils de visualisation de données d'une part, savoir utiliser des outils comme Excel, le GPhi, Xmind, tous ces outils-là qui aujourd'hui sont disponibles. Et même s'il faut aller sur le digital, il y a une plateforme qui s'appelle K-Hole, qui est utilisée d'ailleurs par le département d'État américain et c'est public, pour faire de la veille à travers des mots-clés et de l'analyse de tendances sur les réseaux sociaux. Ça, c'est en ce qui concerne les outils. Donc, il faut des outils concrets. Et de l'autre côté, lorsqu'on est en Afrique et qu'on veut faire de l'intelligence économique, il ne faut absolument pas négliger ce paramètre humain dans la collecte d'informations parce qu'il peut biaiser totalement non seulement la qualité de vos sources, il peut biaiser la qualité de l'information que vous avez, les paramètres ethniques, les paramètres sociaux, les paramètres culturels. Il va vous donner un prisme d'analyse beaucoup plus objectif, en tout cas. Donc voilà, ce sont les deux aspects que je voulais ajouter en complément de ce qui a déjà été dit pour éviter de tomber dans la répétition. Alors, merci William pour cette contribution on ne peut plus intéressante. On ressent l'expérience et on ne peut que s'en réjouir. C'est la raison pour laquelle il m'a semblé important de pouvoir partager ces connaissances en invitant un professionnel de haute facture comme William. Merci déjà pour ce complément. Alors maintenant, je crois qu'on devrait s'orienter vers les questions-réponses. C'est bien ça, Tony? Pardon, je vous ai pas écouté. S'il vous Voilà, plaît. voilà, je disais que les questions sont ouvertes. D'accord. À tous les participants, c'est la séance de questions-réponses pour la première intervention de M. Roussatan et celle de M. William Mellon. Alors, est-ce que vous avez les questions, s'il vous plaît? Oui, il y a Aristide là qui lève la main. Aristide? Allô? Oui, Aristide, on t'écoute. Ouais, merci pour l'opportunité déjà d'assister à cette présentation et des différentes contributions. Si j'ai bien suivi le thème de l'échange du webinaire, c'est bien fait des réseaux sociaux un outil de veille. C'est bien cela? C'est bien ça. Voilà. Effectivement, Will, dans sa contribution, a évoqué justement le facteur humain, c'est-à-dire que le facteur humain dans la collecte des données et dans l'appréciation justement de ces données-là. Parce que, effectivement, enfin, ça m'arrive à poser la question directement à William, est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre le prospect digital et son comportement sur le terrain, en fait? C'est-à-dire que, est-ce que la manière dont un prospect se comporte sur les réseaux sociaux peut fondamentalement différer de son comportement dans la vie réelle? De mon point de vue, oui, absolument, parce que sur Internet, les gens sont dans une posture d'image, sont dans une posture d'apparence souvent. Et après, j'ai envie de dire même oui et non, parce que autant
il y en a l'anonymat, par exemple. On va prendre, c'est-à-dire que si ce prospect interagit avec votre marque de manière anonyme, donc son identité et donc tout ce qui va avec est à l'abri d'un pseudonyme, je pense que son attitude peut ne pas être la même que si ces interactions digitales sont faites en son nom propre. Donc, on peut avoir des biais d'analyse comme ça liés déjà à la nature même du digital qui fait qu'il y a une distance, le profil même des interlocuteurs. Donc, de mon point de vue, il ne faut pas prendre j'ai envie de dire une certitude qu'on a par rapport à la réaction d'un prospect sur le digital comme une certitude dans le monde réel. Parce que même les études, même en ligne, le montrent. C'est-à-dire souvent dans les études qui sont menées à travers des formulaires en ligne, on a des potentiels prospects qui disent, voilà, ils sont prêts à acheter un produit à un prix X. Et lorsque le produit est mis sur le marché, on se rend compte parfois qu'ils ont juste, ils ont joué un rôle tout simplement. Donc, justement, si tu permets, William, est-ce que cela veut dire que dans l'analyse, ou du moins dans l'appréciation que les prospects, ou du moins les clients ou bien les consommateurs pourraient faire dans les différents comptes de réseaux sociaux des organisations, des entreprises, est-ce que ça veut dire qu'il faut faire un écrémage lorsqu'on se rend compte qu'un facteur comme l'anonymisation, l'anonymité est important? C'est-à-dire, je prends un exemple simple. Est-ce que Aristide Mabato, l'avis qu'Aristide Mabato va donner en ligne pourrait compter plus que l'avis que Mister X pourrait donner en ligne sur un même sujet? Forcément. Je crois que c'est même pour ça les fans du digital ont inventé le concept d'influenceur web. Donc, ouais. Je pense qu'il y a, il y a nécessairement, en fonction de la légitimité qu'a la personne qui prend la parole, un impact. Si vous avez de la légitimité, et maintenant cette légitimité, contrairement à ce qu'on pourrait penser, n'est pas générale. Elle est très sectorielle même sur le digital. C'est-à-dire qu'un interlocuteur peut être très légitime, avoir 10 000 abonnés ou 15 000 même, mais il est légitime sur des questions de musique. Et le jour où il parle de sécurité, en fait, il est totalement hors sujet. Et de la même manière qu'un interlocuteur peut avoir 200 abonnés, mais être très légitime dans la sphère de son écosystème. Donc, je pense que c'est plus sous cet angle-là. Donc, il y a l'anonymat, mais il y a aussi le secteur d'activité ou le profil même de la personne qui prend la parole. OK, merci beaucoup. Oui, Tony, merci Aristide, merci William. Nous avons une question de Flan qui est adressée à Franck. Franck, pensez-vous que l'intelligence économique a des beaux jours en Afrique? C'est une question de Boenan Flan. Alors, je remercie déjà l'auteur de la question. Alors, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que déjà l'Afrique, quand même un continent qui aujourd'hui prend le train en marche. Et l'intelligence économique est plus que jamais en fait indispensable pour le développement de l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, c'est grâce à l'intelligence économique que les grandes puissances qu'on voit aujourd'hui font ce que nous appelons la guerre d'intérêts. Et pour les professionnels de l'intelligence économique, ça s'appelle vraiment la guerre économique. Donc, plus que jamais, c'est indispensable pour l'Afrique et c'est une pratique qui aura beaucoup de succès si les dirigeants et les décideurs en Afrique prennent à bras le corps l'enjeu de pouvoir maîtriser en fait leur environnement, de pouvoir surveiller ce qui se passe, notamment sur les réseaux sociaux, puisqu'on en parle, et aussi sur tout l'environnement de leur organisation. Donc oui, effectivement, l'intelligence économique a de beaux jours en Afrique, si et seulement les dirigeants prennent vraiment la chose au sérieux, comme on l'a dit. Merci Franck. On rappelle que Franck travaille pour le groupe Manpower, qui est une boîte spécialisée dans les ressources humaines, une boîte américaine spécialisée dans les ressources humaines, et les consultants en intelligence économique pour cette boîte, il est basé en France. Alors, une autre question, peut-être en attendant une autre question, je peux ajouter à la suite de William, je peux préciser, l'intervention de William est complémentaire à ce que nous venons de dire tout à l'heure sur l'usage qu'on en fait
qu'on peut en faire des réseaux sociaux quand on parle de la veille stratégique. Alors, il voudrait mettre en avant le point nuancé, le point où il va falloir toujours associer une information humaine à une information de masse collectée, des tonnes de données. Parce qu'en fait, je ne parlerai même pas encore d'informations, je parle de données en fait. Parce que dans toute l'activité, que ce soit individuelle ou des organisations, ils laissent des traces de leur présence sur le digital. Et c'est cette trace qui constitue la première matière première pour l'analyse, qui peut avoir plusieurs prismes en fonction des objectifs recherchés dans la collecte. Et bien évidemment, il va falloir toujours le confronter à une source humaine pour être convaincu d'avoir une information stratégique crédible. Alors, une autre question, Joyce Fayeux, voilà. Concernant le marché camerounais, sachant que les entreprises sont pour la plupart absentes sur le web, sinon limitées sur les réseaux sociaux, comment est-ce que la veille concurrentielle sera importante, sinon essentielle dans le développement de celle-ci? La question, elle n'est pas adressée à une personne de façon particulière. Alors, je me retrouve vers mes panélistes. William, Tony, vous voulez bien répondre à la question de Joyce? Alors, je pourrais prendre le risque de commencer. Oui, William, vas-y. Alors, de mon point de vue, la question est pertinente parce qu'effectivement, la plupart des entreprises camerounaises ne sont pas très présentes sur les réseaux sociaux. Mais ceci dit, c'est pour ça qu'on parlait de secteur d'activité encore tout à l'heure. En fonction du secteur d'activité dont il s'agit, on va retrouver des entreprises beaucoup plus présentes, c'est-à-dire notamment dans le domaine de la mode, dans tout ce qui est entertainment. Il y a des entreprises qui sont très présentes sur le digital et qui se servent du numérique comme indice de leur croissance. Donc, il ne faut pas négliger cette réalité sectorielle-là. C'est-à-dire, ce qui est vrai pour les entreprises de grande distribution, à savoir le fait que le digital a encore un impact moindre, on va dire, dans d'autres secteurs d'activité où l'audience numérique ou Instagram, Snapchat sont des plateformes très sollicitées. Être capable de s'appuyer sur les réseaux sociaux est un enjeu extrêmement critique. Ok. Merci de la réponse, William. Alors, c'est vrai que j'ai un avis un tout petit peu… Alors, Rostand? Oui, Aristide. Ouais, juste pour embrayer sur la réponse, ou du moins sur la question qui a été posée, je m'interroge quand même sur l'analyse même des, comment dire ça, des données qui sont collectées justement à travers les réseaux sociaux. Vu qu'il faut en faire, vu que le thème nous suggère d'en faire un outil de veille stratégique, ce que je veux dire, c'est que quels sont les éléments qui atteste justement de la validité de ce qui s'est dit ou de ce qu'on peut récolter sur les réseaux sociaux. Étant entendu que avec ce phénomène où tu peux avoir un ou deux prospects qui sont anonymes, qui se cachent sous leur anonymat, pour dire, je vais dire, excuse-moi le terme, les conneries en fait. C'est-à-dire que jusqu'à quelle mesure on est capable de trier le vrai du faux, quoi. Ok, merci Aristide. Alors moi, je parlerai spécialement de mon expérience personnelle. Alors nous utilisons dans le cadre de nos travaux Talkwalker, qui est une application effectivement qui permet de faire la veille sur les réseaux sociaux. Dans cette application, il faut d'abord qu'on se comprenne. Ici, on parle de la donnée et il s'agit c'est des milliards de données dont il est question ici. Alors, l'exemple concret sur lequel nous avons eu à beaucoup échanger, il s'agissait du Standard Bank, une banque sud-africaine en fait, qui faisait face à un moment donné, qui avait suivi pratiquement sur un an, qui a fait face à un moment donné à une crise, à ce qu'on appelle un attentat terroriste. On parle de milliards de données. C'est vrai que les faux profils, les influenceurs web, ça ne manquera pas. Mais une banque comme Standard Bank, qui est dans plusieurs pays africains et qui a un souci pour sa marque, qui a un souci pour ses produits, qui veut comprendre le positionnement de son produit par rapport aux produits de la concurrence, qui s'intéresse à une cible particulière de clientèle,
Alors, le ciblage du logiciel permet effectivement de s'intéresser essentiellement à ces personnes qui l'intéressent, qui sont déjà clients d'une banque, ou bien qui sont fans, soit qui suivent une marque et qui interagissent au quotidien. Et moi, j'ai évoqué, il y a plusieurs aspects. C'est-à-dire, les réseaux sociaux peuvent servir de la veille concurrentielle. À ce niveau, on s'intéresse simplement au lancement produit. Alors, si vous voulez dire qu'une entreprise va peut-être annoncer avoir lancé une nouvelle carte Visa en décrivant les options qui constituent un avantage concurrentiel, qui sera faux, ça peut arriver, mais c'est très rare. C'est un outil de communication. C'est très rare. Alors, il y a ce premier aspect qui constitue la veille concurrentielle. Il y a le deuxième aspect qui est un outil de la e-réputation, qui est plus lié à la communication institutionnelle, la prise de parole de la marque. Chaque fois que la marque prend la parole, elle émet un message et ce message est reçu par des millions, des milliers de personnes qui peuvent interagir. Si le message est engageant, s'ils sont tellement d'accord, s'ils sont d'accord avec la marque, ils peuvent exprimer, si tu veux, leur émotion à travers, au contact du message de la marque. Et là, on parle de milliers de personnes, en fait. Alors, cette analyse, elle est essentiellement quantitative, qui permet d'avoir une tendance globale. Maintenant, on a une tendance globale et on s'intéresse à la partie qui est négative, on va identifier effectivement. Parce qu'en réalité, l'avantage des réseaux sociaux, c'est que, en fait, l'avantage de cet outil d'analyse, ce qu'il permet même parfois de pouvoir, si tu veux, ressortir une matrice, en fait, de l'interactivité, de suivre même sur le plan géographique la personne qui intervient, quels sont ses amis, quels sont les sujets sur lesquels il a l'habitude d'intervenir, à quand est-ce qu'il a créé son compte, est-ce qu'il publie régulièrement. Donc, il y a tout un ensemble d'informations qui permet de trier comment on dit ça, du vrai du faux et d'arriver et de ne conserver essentiellement que des données qui puissent rentrer dans une droite ligne, qui sont validées parce que obéissant à une logique connue je veux dire, des activités sur les réseaux sociaux. Dans l'outil permet de faire le tri en amont, c'est ça? Oui, non, peut-être pas en amont. Alors, tu as les données, tu analyses d'abord de façon quantitative, tu as le résultat. Maintenant, tu essayes d'isoler des données qui semblent être soit ramées en compte courant, qui semblent ne pas être, je vais dire, en conformité avec la grande masse. Alors maintenant, tu essaies d'identifier clairement, de façon individuelle, qui est l'auteur, avec qui il interagit, depuis quand est-ce qu'il est. Donc, il y a un ensemble d'éléments qui permettent de faire le tri entre les réactions connues. Ça, c'est un aspect, parce que si on n'essaie pas de faire l'effort de pouvoir quantifier les usages qui peuvent être faits, on essaie de globaliser, on risque de passer à côté de l'essentiel. C'est dans ce sens que, voilà, c'est ce que je voulais ajouter là-dessus. Je crois qu'il y a une autre question qui est adressée voilà, je me pose la question de savoir en une. Si tu peux un petit plus à ce que tu viens de dire, en fait. Moi, par exemple, Talkwalker, c'est un outil que j'utilise au quotidien, que je maîtrise très bien. Ce qu'il faut comprendre, c'est au-delà de tout ce que tu viens de dire, il y a le facteur humain qui permet aussi de pouvoir analyser en fait la crédibilité de ce qui est véhiculé sur les réseaux sociaux. Voilà. Un individu qui, je ne sais pas, est passionné par exemple par le foot, sera très mal de publier, je ne sais pas, un truc concernant le handball par exemple. Donc, il y a vraiment cet ensemble d'informations qu'il faut recouper pour pouvoir comprendre véritablement ce que l'individu est passé comme message et pouvoir aussi juger de la crédibilité de l'information, si ça peut bien sûr. apporter plus en fait à la question qui a été posée. Le facteur humain qui est très important aussi, qu'on pourrait ajouter en fait à ce que Rostand vient de dire. Monsieur Rostand, s'il vous plaît. Merci, Monsieur Franck. Monsieur Rostand, s'il vous plaît, on va répondre à la dernière question, à une dernière question. Puis le reste des questions, on va les regrouper et je pense qu'à la fin, on pourra répondre pour des soucis de temps, s'il vous plaît. Donc, si Monsieur Franck si Monsieur Franck a sa présentation, avec la permission de Monsieur Rostand, je pense qu'on pourrait passer à celle de Monsieur Franck et par la suite de revenir à partir de la question de Sarah Dikosso, qui se pose la question de savoir si en situation inédite qui pèse sur le monde en ce moment, est-ce qu'il y a les réseaux sociaux est-ce que les réseaux sociaux peuvent avoir un impact
dans la communication d'une entreprise. Mais avant, s'il vous plaît, M. Rostand, est-ce que vous pouvez nous édifier sur la question de Lionel Tamboué, c'est-à-dire qui s'adresse à M. William, pardon, à M. William, de comment faire pour recueillir des données plus pertinentes. Merci. OK. Je crois qu'on va commencer par la dernière question. Je laisse les copanélistes répondre. Et moi, je prendrai la question de Lionel Tamboué. Tony? Oui. S'il te plaît, tu peux revenir sur la dernière question. La question de Koso, elle se pose la question de savoir, avec cette crise actuelle dans le monde qui pèse, lui, les réseaux sociaux peuvent-ils avoir un impact dans la communication d'une entreprise? Et quels seraient les réseaux sociaux appropriés s'il y en a? C'est la question de Sarah Dikoso. Ok, merci Franck. Franck semble être plus à l'aise alors. Oui, effectivement, parce que c'est quand même une crise sans précédent. Et voilà, pour laquelle j'ai aussi beaucoup travaillé en fait, ce sens. Et en fait, il faut dire que oui, les réseaux sociaux ont un rôle vraiment très déterminant, surtout qu'aujourd'hui, pour véhiculer une information, il serait mieux de passer par des réseaux sociaux que même de passer par un organe de presse. Donc, ce sont des outils qui ont beaucoup joué dans la gestion de la crise de la COVID-19. Et oui, effectivement, ce sont des outils aujourd'hui qui sont indispensables en fait, dans le cadre de la situation de crise qu'on vit actuellement. Et s'il y a peut-être des réseaux qu'il faut recommander, c'est beaucoup plus, il faut dire que d'abord, nous sommes dans une logique d'actualité et de nouveauté. Donc, le réseau social qui non seulement permet de pouvoir tout de suite faire passer le message qui est à chaud, qui est le breaking news, en fait, ce sont ces réseaux qui ont cette faculté-là à pouvoir tout de suite mettre en avant l'information qui vient tout juste de tomber. Et dans le même temps, il faut prendre aussi du recul, il faut aussi se méfier de tout ce qui se promène sur les réseaux sociaux, tout ce qu'on véhicule sur les réseaux sociaux, parce que parmi ces informations, il y a également beaucoup de fake news. Beaucoup de fake news. On a même vu pendant la crise des cas où des informations qui n'étaient pas vraies ont été diffusées. Il y a même eu des informations, si vous voulez, des vidéos des années antérieures, notamment 2004, qui ont été diffusées pour montrer que c'est la crise du coronavirus qui sévit. Je prends l'exemple du Sénégal. En fait, il y a eu des vidéos, je ne sais pas si vous l'avez vu, des vidéos qui ont montré que actuellement, le Sénégal avait des problèmes pour ses ressortissants, il y a le coronavirus. En réalité, c'était des vidéos des années précédentes qui ont été véhiculées. Donc, effectivement, ce sont des outils qui sont indispensables, notamment dans la gestion, non seulement pour la communication, mais il faut vraiment prendre du recul pour savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Donc, si on peut le dire, l'outil le mieux adapté ou le plus conseillé, c'est vraiment l'outil qui permet de ressortir l'actualité dès qu'elle est présente et vraiment pouvoir crédibiliser en fait l'information. OK. Dans ce cas, je vais prendre la première question, l'avant-dernière sur le manque de pertinence des informations recueillies grâce à un formulaire web. Alors, comment faire pour recueillir des données plus pertinentes? Je pense qu'il faut simplement bien cibler les personnes auxquelles on envoie le formulaire à la base. Je pense que les autres panélistes ont déjà eu à mener des études et des analyses et savent à quel point c'est important de bien définir sa cible et son panel test, en fait. Donc, je pense que le web respecte les mêmes canaux
avec quelques spécificités. Mais donc, bien définir les canaux de communication de votre formulaire. Si par exemple, vous voulez faire une étude sur l'évolution du coding en Afrique, au lieu d'envoyer un formulaire juste dans la nature, vous pouvez l'envoyer directement à des communautés de développeurs d'un pays, par exemple. Vous aurez des réponses et des données beaucoup plus affinées, beaucoup plus spécifiques à la réalité que vous voulez analyser. Donc, je pense que c'est une question de ciblage et de canaux de communication pour avoir des informations collectées sur le web qui sont de meilleure qualité. Merci, Will. Alors, Tony, je crois qu'il y a une question de... Je crois qu'il y a une question. Peut-être avant d'arriver à la prochaine question, il est important que j'ajoute un tout petit peu un élément sur la réponse de Franck, sur quel est le rôle, quel est l'impact en fait, quel est le rôle que les réseaux sociaux peuvent-ils avoir un impact dans la communication d'une entreprise. En fait, en réalité, aujourd'hui, la question de l'enjeu ou de l'impact ne se pose plus. Parce qu'on convient véritablement aujourd'hui que le consommateur, il est devenu n'importe qui. On est dans un monde où soit vous êtes présent, soit vous êtes présent, soit vous n'existez pas. On dit généralement, je communique, je suis. Alors, si vous n'êtes pas présent, les autres seront présents et vous n'allez pas du tout exister. Et quand vous n'êtes pas présent, on dira du mal de vous, vous aurez de la peine à être au courant, on a dit du mal de vous, vous n'aurez même pas le temps de venir dire que non, ce qu'on dit de vous, c'est faux, ce n'est pas la vérité. Le mal sera fait et vous dépenserez des millions pour recourir à votre réputation, il sera trop tard. Donc moi, je crois que la question d'être présent ou de ne pas être présent ne se pose même pas du tout. C'est la question d'être présent et de veiller. Et surtout, comment être présent, c'est surtout la question qui devrait se poser aujourd'hui à l'entreprise moderne parce qu'on parle à l'ère du digital. Le digital, c'est la disruption. Les règles changent, même au niveau des médias. Les médias classiques aujourd'hui, les médias traditionnels subissent la règle digitale. Si vous regardez même l'information, l'actualité aujourd'hui, c'est que l'actualité, elle est fortement influencée par le digital. Regardez sur l'environnement camerounais, les titres du 20h à la CRTV ou bien sur Canal 2, c'est forcément, il y a un événement qui a forcément été déclenché en journée qui va constituer un élément d'information en réalité. Donc moi, je crois que le digital aujourd'hui est là. On doit simplement trouver la meilleure façon de pouvoir gérer le digital et d'en tirer le meilleur. Alors, Tony, il y a une dernière question. Est-ce que vous pouvez m'édifier sur comment une entreprise qui fait dans l'archivage et la documentation peut se positionner sur les réseaux sociaux en termes de veille stratégique, bien entendu? Alors, William, Franck, la question, elle est de M. T. Astichan T. Comment une entreprise qui fait dans l'archivage et la documentation peut se positionner sur les réseaux sociaux? Je ne sais pas si William veut répondre. Je crois que la dernière question, c'est déjà la dernière question en fait. Ok, bon, je peux la prendre alors dans ce cas. Bien sûr, merci. Ok, alors lorsqu'on parle des entreprises qui font de l'archivage et de la documentation, en réalité, on va tout de suite tomber dans tout ce qui est data mining et structuration en fait des archives numériques d'une entreprise. Maintenant, je pense que pour le mettre en avant, pour faire de la veille par rapport à ce secteur d'activité-là, il faut déjà commencer par voir quelles sont les organisations, si la cible, c'est les organisations publiques, parce que ce sont souvent elles qui ont énormément d'archives, notamment les services de l'état civil ou ce genre de choses. Donc, il faut déjà voir s'ils ont une présence numérique. Est-ce qu'ils ont un site Internet? Est-ce qu'ils ont une page Facebook? Ça permet de savoir si en interne, si les dirigeants de cette organisation sont au moins ouverts à ces questions-là. Ça permet d'avoir au moins une température de la façon dont c'est géré en interne. Autre chose qui peut être fait, c'est aujourd'hui, l'entreprise pourrait utiliser le digital pour communiquer de manière efficace en montrant par exemple les gains de temps que ces services ont apportés, l'optimisation des processus d'archivage, être capable de dire, bon, avant que nous proposions nos services, ça prenait X nombre de mois de mettre en place les archives. Aujourd'hui, ça se fait en X nombre d'heures, par exemple. Donc, c'est de l'analyse comparative, c'est la recherche de mots-clés
et aussi de la recherche d'appels d'offres, parce que les projets d'archivage, les projets numériques sont souvent disponibles sur des plateformes comme la plateforme de fournisseurs des Nations Unies, parce que ces projets sont souvent soutenus par des bailleurs de fonds internationaux. Donc, si une entreprise qui se lancerait dans ce domaine d'activité a tout intérêt à s'inscrire sur les plateformes de fournisseurs et sur les plateformes de projets de développement pour avoir justement en temps réel l'information sur des nouveaux programmes d'archivage, de digitalisation qui seraient lancés au niveau des États. Parce que les projets les plus intéressants de ce type-là sont souvent d'ordre institutionnel. Donc voilà. Ce sera tout pour moi. Merci William. Merci de la pertinence dans la réponse. Et je crois que tout y est pour M. Paty. Je crois qu'il devrait normalement être satisfait. S'il aurait fallu que j'ajoute quelque chose dessus, je dirais simplement que les réseaux sociaux, c'est un outil de veille concurrentielle. C'est un outil de veille commerciale. Il suffit simplement, c'est un outil effectivement de la e-réputation. C'est un outil, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous voulez, de positionnement stratégique par le marketing de contenu. Il s'agit simplement de mieux confectionner son offre de valeur, de montrer en quoi ses services ont de la valeur comparativement à ce qui est offert sur le marché, et de se positionner et de suivre les entreprises, de proposer ce qu'on sait faire. Il n'y a pas 10 000 façons de le faire que de le faire ainsi, de se faire connaître dans son environnement actuel en ciblant spécifiquement. Déjà, par les réseaux sociaux, vous pouvez faire une recherche, comme William l'a dit, par des mots-clés, et de pouvoir détecter quels sont vos concurrents qui exercent dans le même périmètre que vous, ou bien dans le même périmètre géographique, ou bien le périmètre professionnel. Vous devez les identifier. Ça vous permet effectivement d'aller en profondeur sur leur offre de valeur et d'évaluer votre avantage concurrentiel par rapport à vos concurrents. Ça, c'est d'un. De deux, vous pouvez également identifier les interactions des clients de vos concurrents par rapport aux offres de vos concurrents. Et voilà, et déterminer effectivement quel est le positionnement de votre offre. Il y a un ensemble de choses à faire par les réseaux sociaux. Merci pour tout le monde. Merci. Je remets la parole à Tony. Je pense que nous sommes arrivés à pratiquement 1h20 et on va devoir s'arrêter, libérer Franck et William qui sont forcément très